Je parle en ça. Parfait, merci Benoît. Alors, dans l'ordre, je vais demander à M. Philippe Nollet de débuter. Il sera suivi de M. Benoît Lauzon, suivi de Charles Blais et pour terminer, M. Charles Saint-Julien. Donc, à toi, Philippe, donc 5 minutes pour expliquer comment tu vois la forêt de l'Outaouais et le secteur forestier. Oui, je vais prendre le temps de faire un partage. Un petit peu. Ça sera pas long. Si je peux trouver. Il y a bien des. Excusez, j'ai un petit bug. J'ai quelque chose qui ne marche pas. Je ne suis pas capable d'avoir. Un instant. Je ne suis pas capable de voir le partage d'écran, Fred. C'est en bas, là, partage d'écran. Oui, c'est ça. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui apparaît maintenant. Je suis habitué, mais là, il n'y a rien qui apparaît. Un petit peu. Ma fenêtre, c'est complètement. Tu peux muter, Frédéric. Tu peux peser sur Alt-S. C'est ça. Non, c'est pas ça. Non, OK. Merci. Bienvenue. Philippe, tu ne m'avais pas dit que j'étais vieux la dernière fois quand j'ai eu de la misère à faire ça? Ouais. Ça marche, Philippe. Bon, je mets mon diaporama. Donc, c'est bon. Est-ce que vous voyez bien le titre? Oui. OK. Donc, aujourd'hui, en 5 minutes, je vais essayer de faire ça vite. Donc, je me pose la question, est-ce que les effets de 2 crises peuvent s'annuler dans la région de l'Outaouais avec des crises forestières? Donc, faire une analogie mathématique, on a une crise, une première crise, on pourrait dire liée aux changements globaux. Je lui attribue là, une cote de -1 ici. On a une autre crise qui est liée à l'absence de marché pour le bois de pâte. Je lui accorde aussi une cote de -1. Donc, si on additionne ça, donc c'est -2 en principe. On a vraiment un gros effet négatif. Mais ce qui est possible, de les traiter en interaction, puis d'avoir un effet positif. Si vous retournez à vos bases de mathématiques, -1 fois -1, ça donne 1. Donc, je me pose cette question-là. Donc, on va faire un retour rapide sur les changements globaux. Les changements globaux, ça implique une panoplie de stress. Et Loïc nous a parlé des sécheresses, il a parlé un petit peu à la fin des insectes et maladies, de feu et tout ça. Et donc, en forêt feuillue, oui, on s'attend à ce que les sécheresses vont avoir beaucoup plus d'importance, les insectes et maladies aussi, les chablis. Et qu'est-ce qu'il y a de commun là-dedans? C'est que la plupart de ces perturbations-là affectent la vigueur et la survie des tiges de forte dimension. Ça affecte tous les arbres, mais encore plus les tiges de forte dimension. Donc, on s'attend à avoir une plus grande mortalité de ces tiges-là. Or, en forêt feuillue, ce qu'on veut, c'est justement ça. Notre sylviculture est basée là-dessus. On vise à produire des arbres de forte dimension. Donc, il faut revoir nos stratégies d'aménagement pour favoriser ces tiges-là. Il faut innover. C'est ça le mot-clé, il faut innover. Pour notre auditoire, il y a peut-être des gens ici qui comprennent moins bien le lien qui existe entre l'industrie du sciage et l'industrie des pâtes et papiers. Comment ils sont vraiment interreliés. Donc, vous avez un arbre à gauche, puis vous avez un arbre à droite. L'arbre à gauche, ici, vous voyez, il y a un tronc rectiligne. C'est un bel arbre avec une bonne dimension. Un arbre comme ça peut aller vers l'industrie du sciage. Donc, chez Lauzon, chez Forespet. Okay? Mais la partie du haut, qui a un plus petit diamètre, puis qui est un petit peu, qui commence à avoir des fourches comme ça, c'est du bois de pâte. Ça va aller chez Fortress si Fortress est ouvert ou une autre compagnie. Okay? Et là, présentement, on n'a pas de marché pour ça. Mais aussi, l'arbre à droite, comme vous voyez, il est croche. Cet arbre-là, on ne peut pas faire de sciage avec. Donc, lui doit absolument aller
il va directement à l'industrie du bois de pâte. Donc, quand on fait des interventions en forêt feuillue, on récolte à la fois des beaux arbres, à la fois des moins beaux arbres, et nécessairement, il y a du bois de pâte qui est produit. Et si on n'a plus d'acheteurs pour le bois de pâte, ça amène des coûts beaucoup plus importants pour l'industrie du sciage. Donc, c'est comme ça que ces deux industries-là sont vraiment interreliées. Et on pourrait dire que quand l'industrie du bois de pâte a la grippe, l'industrie du sciage tousse, ou bien si l'industrie du bois de pâte a la COVID, l'industrie du bois de sciage se retrouve en quarantaine. Mais cette crise-là des pâtes et papiers, on ne peut pas dire que c'est nouveau. Par exemple, on voit ici la tendance sur les 20 dernières années, là, la valeur de la production au Québec. Donc, on voit vraiment qu'il y a une tendance à la baisse. Puis, en Outaouais, par exemple, on a eu la fermeture définitive de Smurfit-Stone à Portage-du-Fort en 2006. On a eu une fermeture temporaire qui a duré à peu près 1 an et demi, si je ne me trompe pas, à Tursault. Dans le temps, c'était Fraser qui était là. Donc, en 2009-2010. On a eu une fermeture aussi récemment en 2019. On ne sait pas quand est-ce que ça va rouvrir, si ça va rouvrir. Et de toute façon, si ça réouvre, ce ne sera pas probablement sous le nom de Fortress. Okay. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas dire que c'est une surprise qu'il n'y ait pas de marché pour les pâtes et papiers. C'est toujours comme ça. Il y a toujours des fermetures. Ça revient de façon cyclique. Okay? Pour moi, la solution, encore une fois, c'est d'innover. Il faut cesser d'avoir une seule stratégie d'aménagement où on croit qu'on va toujours avoir un preneur pour le bois de pâte. Il faut avoir deux stratégies d'aménagement, une avec un preneur de pâte et une sans preneur de pâte. Ici, je fais l'analogie avec une maison où vous avez un puits qui vient à sec quand c'est en période de sécheresse. Mais vous le savez qu'il va y en avoir des problèmes de sécheresse. Donc, vous allez avoir une solution de rechange ici que j'image avec une citerne. Donc, mon point, c'est qu'il faut vraiment avoir au moins deux stratégies d'aménagement. Okay. Donc, est-ce que les effets négatifs de deux crises peuvent s'annuler? Moi, je dis peut-être qu'elles peuvent s'annuler si on considère les deux crises simultanément. Mais si on les prend une à la fois de façon complètement séparée, on va avoir on n'en s'en sortira pas. Merci, Philippe. Merci. On va maintenant passer à M. Benoît Lauzon. Monsieur Lauzon, si vous voulez prendre la parole. Merci, merci Frédéric. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je salue les gens qui sont aussi sur le panel avec moi. Salutations à M. Saint-Julien. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu, même si on est presque dans la même cour à la municipalité de Tursault, mais c'est un plaisir de te voir. Comme tu mentionnais, Frédéric, au début, oui, je siège sur plusieurs comités un peu partout au Québec aussi, puis au niveau de la forêt avec l'UMQ. L'UMQ, le comité forêt de l'UMQ qui était présidé jusqu'à la semaine dernière par Pierre Corbeil, qui a aussi été ministre de la Forêt, puis qui est maintenant présidé par le maire de Bécomo, M. Montigny, un autre passionné au niveau de la forêt. J'ai aussi, avant de commencer à faire de la politique, travaillé dans le milieu forestier. J'ai travaillé 20 ans pour l'organisation Lauzon, ici là, à la série de Tursault pendant 20 ans. C'est pour ça que j'adore le milieu forestier. Un petit mot d'entrée de jeu sur la crise forestière qu'on vit présentement. Depuis, oui, la fermeture de Fortress à l'automne 2019, mais la crise a débuté quand même un petit peu avant pour arriver à la fermeture de Fortress. On sait que le ministre Dufault s'est déplacé à Tursault en décembre 2019 pour venir annoncer la cellule d'intervention, la cellule de crise.
où il y avait 3 comités. Puis le comité le plus important, à mon avis, c'était le comité de travail qui était présidé par Luc Lebel de l'Université Laval, qui a fait un travail extraordinaire. Par contre, le petit point négatif que je regarde dans toute cette intervention de cette cellule-là, c'est qu'ils ont regardé le passé. Puis quand on veut travailler dans l'industrie forestière, puis arriver avec des solutions, moi, je pense qu'il faut regarder le futur. Puis l'ensemble de l'analyse qui était faite par la cellule de crise là, était basée sur une image d'aujourd'hui et du passé. Ce qui est fait en sorte que les solutions qui sont sur la table sont peut-être pas nécessairement réalistes pour la relance de notre industrie. On parle de Fortress qui est fermé. Fortress qui est un consommateur d'à peu près 1 million de mètres cubes de bois de pâte par année. C'est énorme, c'est énorme. Si on pense pouvoir avoir des nouveaux preneurs, parce que des projets pour des preneurs de bois de pâte, il y en a au niveau de la région de l'Outaouais. Il y a des projets il y a un projet dans le Pontiac, il y a un projet dans la vallée de la Gatineau, il y a un projet aussi là, dans la région de Mont-Laurier, puis il y a un projet ici aussi là, dans la MRC de Papineau. Par contre, avec les coûts d'approvisionnement des usines aujourd'hui, aucun de ces projets-là ne peut lever. Transporter du bois de pâte à partir de la forêt pour l'amener vers l'industrie, ça coûte le même coût de transport que transporter un arbre de grande valeur. Puis ça a un impact énorme au niveau des coûts d'approvisionnement des usines. Quand on parle de celle de l'usine de Fortress à Tulsa, ça coûtait à sa fermeture 95 $ du mètre cube pour l'alimenter. Comparativement à une autre papetière au Québec où ça peut coûter entre 55 et 60 $ du mètre cube pour l'alimenter. C'est impossible pour une industrie ici. Pourtant, alimenté par une des plus belles forêts du Québec, être capable d'être compétitif sur le marché mondial. On sait par le passé, le tronçonnage du bois se faisait en forêt. Hein. Les industriels allaient chercher ce qu'ils avaient besoin pour les industries. Le scieur allait chercher son bois de sciage, la papetière allait chercher son bois de pâte. Maintenant, c'est travaillé de façon différente. C'est l'arbre entier qui est descendu vers quelqu'un qui va le tronçonner, puis qui va prendre ce qu'il y a à prendre dedans pour son industrie, puis qui va renvoyer le restant de l'arbre à la bonne place, là, la pâte à une papetière, puis le déroulage à une usine de déroulage. Ce qui fait en sorte que quand il manque un joueur, ça devient extrêmement difficile d'avoir des opérations forestières comme on a aujourd'hui. Et avec la crise forestière, là, on a un gros risque présentement parce que le ministère a décidé pour essayer de maintenir une certaine opération forestière au niveau de la région de l'Outaouais-Laurentide, c'est d'aller dans des secteurs où il y a peu de bois de pâte pour l'en générer le moins possible étant donné que Fortress est fermé. Et dans les secteurs où on va, ça veut dire qu'on coupe le bois de plus grande qualité pour générer le moins de bois de pâte. Puis j'ai eu une discussion avec le ministre Dufour hier là-dessus. On ne peut pas opérer comme ça pendant plusieurs années parce qu'on va venir affaiblir énormément notre forêt. Puis ça va être extrêmement difficile pour l'industrie. Puis l'impact, les industriels vont la ressentir peut-être dans 3 ou 4 ans. 5 ans, puis je pense que c'est pas une bonne façon d'opérer. Vous savez, avec je pense que les discussions puis les pourparlers avec le ministère sont parfois difficiles. Moi, je pense qu'on a des industriels, on a des gens extrêmement compétents au niveau de la région qui connaissent bien l'industrie forestière chez nous, qui ont des solutions pour relancer l'industrie. Maintenant, ça prend l'accord du gouvernement à ce niveau-là. Vous savez, depuis un an, depuis la fermeture de Fortress, le gouvernement du Québec a injecté en Outaouais en octobre 2019 15 millions. Tout de suite après les fêtes, là, au début de l'année 2020, 5,3 millions pour prendre le bois de pâte pour l'envoyer dans une autre région du Québec, étant donné la fermeture de Fortress. Cette année, 14,3 millions pour envoyer le bois de pâte à l'extérieur de la région encore. On est rendu à 35 millions. 7 millions pour chauffer l'usine durant l'hiver. On est rendu à 42 millions d'investis. Il y a à peu près 10 millions de retours d'impôts qu'il n'y a pas eu. C'est qu'il y a un impact d'au-dessus de 50 millions présentement en un an. Puis la papetière est fermée.
Tout ce qu'on demandait, nous, c'est de mettre des mesures pour diminuer les coûts d'approvisionnement au niveau des usines de bois de pente pour relancer la papetière le plus rapidement possible, garder le bois chez nous. Ça avait un impact seulement de 14 millions au niveau là, pour la première année. Maintenant, là, on a des bonnes discussions. Je pense que le travail continue, mais ça prend absolument, comme Philippe l'a mentionné tantôt, une vision axée sur les preneurs de bois de pâte pour être capable de bien cultiver de façon responsable nos forêts ici, dans la région de l'Outaouais. Merci beaucoup, M. Lauzon. Très bonne synthèse, plus de la situation du secteur. Maintenant, je pense qu'on va rester dans cette thématique-là. Je vais demander à Charles Blais de regarder un peu, justement, l'écosystème de la structure industrielle du secteur forestier de l'Outaouais. Je pense que c'est ça que tu veux. Je présume que c'est ce que tu veux nous présenter. C'est une surprise. Je vais partager mon écran. Frédéric, juste me mentionner si tout apparaît bien. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Oups. Oui, on voit toute ta collection de bières. Oui, parfait. Oui, là, j'étais déjà prêt. J'étais rendu à la fin de ma présentation. Alors, merci Frédéric. Bonjour tout le monde. Ma présentation, on va se faire rapidement en 3 temps, puis je vais débuter en vous parlant du meilleur matériau qui soit, c'est-à-dire le bois. On le sait, l'utilisation du bois apporte plein de bénéfices à la société, notamment, ça nous aide, lorsqu'on utilise le bois, ça nous aide à réduire les gaz à effet de serre. Le bois également, ça demeure un matériau moderne et novateur. Je pense à toute la gamme de bois d'ingénierie qui sont offertes pour les systèmes de construction. C'est également un matériau moderne avec la filière des biofibres, la filière de la bioénergie également. Alors, plein de solutions modernes, novatrices à nos enjeux, notamment environnementaux. Maintenant, quelques mots sur l'industrie du bois. Ça demeure une industrie d'avenir. Oui, il y a une crise, oui, il y a des défis. Toujours bon de se rappeler que nos entreprises évoluent dans des marchés mondiaux hautement compétitifs. C'est une industrie qui est toujours présente en Outaouais, création d'emplois locaux, création, ou plutôt des retombées socio-économiques locales un peu partout sur le territoire. C'est une industrie qui est en transition. Alors, il y a des filières quand même intéressantes, prometteuses, qui sont accessibles pour notre industrie. C'est une industrie avec des enjeux importants à relever, notamment celui de la compétitivité des approvisionnements en bois. Maintenant, quelques mots sur la forêt outaouaise. C'est une forêt qui est riche et complexe. On y trouve une grande diversité au niveau de la faune, au niveau de la flore, grande diversité de peuplement et également une grande diversité au niveau des essences d'arbres. Il y a 35 ans, on a fait un grand virage avec l'aménagement inukuyen. On s'est orienté vers les coupes jardinatoires et martelages. D'ailleurs, moi et Charles Saint-Julien, on a fait partie des premiers marteleurs dans ce grand virage-là dans les années 86-87. Alors, c'est quand même une orientation qui amène des bénéfices qui sont intéressants d'un point de vue aménagement forestier. C'est une forêt où la récolte annuelle s'est maintenue bien en deçà de la quantité forestière au cours des 20 dernières années. C'est vrai pour la forêt publique. C'est également vrai en forêt privée. Les activités qui se déroulent au niveau de la récolte des bois sur forêt publique sont essentiellement toutes visées par des mesures prescrites dans une certification forestière. Au niveau des enjeux, ils sont très nombreux. En fait, si je prends par exemple les discussions qu'il y a autour de la table de gestion intégrée de ressources, on a 25-30 acteurs, tous concernés, tous intéressés par la gestion de la forêt. Chacun d'entre eux arrive avec sa propre perspective, avec ses propres intérêts. Alors, c'est évident que quand on s'assoit et on commence à lister la liste des enjeux, cette liste-là s'allonge très rapidement. De ma perspective de forestier qui travaille avec l'industrie du bois, moi, je pense que le grand défi, l'objectif ultime, c'est de mettre en place un système de gestion forestière qui est adapté à notre réalité outaouaise et performant pour assurer la pérennité des écosystèmes et améliorer la compétitivité de notre industrie. Quelques pistes de solutions, food for thought. On va avoir la chance d'en discuter tantôt durant le panel. Alors, je vous laisse là-dessus, puis on se revoit tantôt en discussion.
Merci de mettre la table comme ça, Charles. Assez ambitieux, mais ça prend de l'ambition pour un problème de cette importance. Alors, je vais maintenant inviter Charles Saint-Julien à faire sa présentation. Charles, est-ce que tu veux bien prendre la parole? Oui, bonjour tout le monde. Très heureux d'être ici. Les sujets sont importants et intéressants. Donc, je partage. Vous me dites si ça fonctionne. C'est bon. Oui. Ça va. Bon, écoutez, 5 minutes, c'est pas long. Donc, je commence tout de suite. Situation actuelle des forêts de l'industrie forestière de l'Outaouais. Petit problème dans mes acétates, là. On va corriger ça. Bon, donc, évidemment, pour faire un état de la forêt, il faut prendre, selon moi, en tout cas, une photo dans le temps pour pouvoir s'en référer à une espèce de benchmark. J'ai décidé de prendre la photo, moi, en 1985. Il y a 36 ans, donc c'est comme hier sur une échelle temporelle d'un forestier, c'est hier, ça, il y a 36 ans. Donc, ce qui se passait en 85, c'était la fin d'un régime qui avait comme objectif, c'était pas le seul, mais c'était la liquidation des essences feuillues au profit du SEPM. Donc, les coupes totales, les diamètres limites souvent mal calibrés, conversion de peuplement feuillu vers le SEPM, peuplement feuillu résiduel après coupe de pieds de qualité, évidemment. Donc, c'est là qu'on était en 85. Comme Charles l'a mentionné tantôt précédemment, il est arrivé un gros changement de régime et d'orientation. L'arrivée des coupes partielles en 86, le début des coupes de jardinage. Donc, luminosité plus adéquate dans le peuplement résiduel après coupe. Premier système de classification des tiges, pour ceux qui s'en souviennent, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était pas parfait, mais c'était un début. Amélioration importante du peuplement résiduel après coupe par rapport à 1985 et avant. Évidemment, c'était pas dur à battre. On en a parlé tantôt. Amélioration importante au niveau de la biodiversité. Comme j'ai dit, c'était pas parfait. Les inventaires sur les effets réels des premiers 10 ans l'ont démontré. Trop de mortalité par rapport à l'accroissement, mais on avait quand même fait un pas de géant en peu de temps à ce moment-là. Il est venu par après aussi une amélioration de la classification des tiges en 2005, la fameuse classification MSCR qu'on connaît toujours aujourd'hui. La classification plus stricte sur la qualité, donc plus difficile de déclasser un arbre et le rendre disponible à la récolte. Donc, ce que ça a fait, ça, encore là, ça a amélioré davantage les peuplements résiduels après coupe. Puis, évidemment, ça a aussi amélioré la croissance via les inventaires effets réels que le gouvernement fait. Il est arrivé dans les années 2010, à peu près, les CPI. On en faisait des coupes progressives avant aussi, mais là, ça a été plus une tendance marquée. Donc, des outils supplémentaires pour les aménagistes. Encore là, l'amélioration des peuplements résiduels après coupe. Puis aussi, 2005, je dirais aux alentours de 2005-2006, on a commencé à faire des interventions des deuxièmes rotations dans nos peuplements de 6J qu'on avait faites à la fin des années 86. Donc, le constat de ces interventions-là de deuxième rotation sont quand même surprenantes et ils méritent d'être partagés. Il y a un pourcentage de sillage prélevé supérieur à ceux obtenus dans les premières rotations. Ça surprend toujours le monde, mais c'est un fait, c'est des réalités. Pourquoi? Bon, le bois est légèrement plus jeune qu'en première rotation. Le bois est plus sain. Puis je pense qu'on doit poursuivre en ce sens-là, rajeunir nos forêts. Meilleure qualité de bois, ça va nous donner des revenus supplémentaires. Le bois d'aubier d'érable valant beaucoup plus d'argent que le régulier. Meilleure qualité de peuplement résiduel aussi, parce que quand on coupe des sujets qui sont gros en diamètre, bien évidemment, ça fait un barda dans le peuplement résiduel, ça fait des brises, ça fait des blessures. Donc, on a intérêt aussi, pour avoir une qualité d'après-coupe meilleure, de traiter un peuplement légèrement plus jeune. Le portrait de l'industrie à la fin des années 90, 16 usines. On avait 2 papetières feuillues. Il y avait 2 papetières résineuses aussi qui contenaient 4 machines à papier. Une usine de bardeaux, 6 usines de sciage feuillu, 4 usines de pain, 1 usine d'OSB. Donc, 16 usines. Je prends le portrait maintenant à la crise, au début de la crise, en fin de compte, en décembre 2019. Aucune papetière n'existe dans la région, malheureusement. Je n'apprends rien à personne. Les 2 papetières résineuses sont toujours là, mais contiennent 2 machines à papier à production plutôt que 4 à l'époque. Une usine d'USB LP qui est toujours là. 3 usines de pain plutôt que 4. Une série de CPM qui est toujours là, PFR. 2 usines seulement de sciage plutôt que 6.
Donc, 9 usines, mais si on tient en compte les 2 machines à papier versus les 4, on travaille à peu près à 50% des effectifs. Puis, Benoît en a parlé, c'est important, puis il l'a bien expliqué. Le fait de ne pas avoir de papetier à feuillus dans la région, évidemment, ça fragilise énormément les autres acteurs, le reste de la filière forestière de l'Outaouais. Donc, état de situation de la forêt et de l'industrie, bien, au niveau de la forêt, ça a été quand même bien monitoré. Amélioration continue des développement résiduel après intervention depuis 1985. On a graduellement amélioré nos peuplements après coupe de façon constante depuis 36 ans. Par contre, au niveau de l'industrie, il y a quelque chose qui s'est passé ou qui ne s'est pas passé justement. Il y a eu un mauvais monitoring. On a eu une augmentation de coût de 30 depuis 2013 jusqu'à 2019. Ça, c'est avant la fermeture de Fortress. Donc, le 30 n'est plus d'actualité. C'est davantage plus élevé maintenant. Mais il est arrivé quelque chose là, avec l'arrivée du nouveau régime qui a passé en dessous des radars. Que s'est-il passé? Les radars défectueux, bon, on ne l'a pas vu venir. On subissait en tant que, on le voyait bien en tant que BGA, BGAD, mais à un moment donné, l'augmentation de 30 en quelques années, ça a passé un peu sous les radars. Donc, est-ce que le régime actuel sert mal l'industrie? Est-ce qu'il sert assez, ou est-ce qu'il ne sert pas assez bien? On en reparlera sûrement. C'est une question qu'il faut se poser. Les défis, rapidement, j'en mets 5. Il faut se rapprocher du terrain. C'est extrêmement important. On est trop loin du terrain actuellement. La foresterie, ça se fait sur le terrain. Fait que prendre conscience qu'un bon résultat provient d'une bonne connaissance de ce que les opérateurs et les machineries sont en mesure de faire sur le terrain. Ça doit partir de l'aménagiste. Il faut avoir conscience de la capacité opérationnelle de nos effectifs pour pouvoir faire le meilleur résultat possible. Est-ce que l'objectif, c'est de faire la meilleure prescription avant coupe possible ou avoir le meilleur résultat après coupe possible? Moi, je pense que c'est d'avoir le meilleur résultat après coupe possible. Nous devons travailler à développer une vision commune. Je pense que Benoît en a parlé. On se parle, la communication est là, mais on n'a pas de vision commune. C'était un des mandats, ça, de la cellule de crise. Puis il faut croire qu'on a échoué. On n'a pas pu discuter de cette vision commune-là qui est pourtant si importante. Et puis ça, ça reste à faire. Puis c'est quelque chose d'important qu'il va falloir qu'on réalise à un moment donné. C'est arrimé. Je suis allé en Suède il n'y a pas si longtemps. Ce qui m'a le plus impressionné là-bas, c'est la vision commune que les Suédois ont. Ça m'a jeté à terre. Ce n'est pas ce qu'ils font au niveau civiculture. C'est impressionnant, mais on n'a rien à leur envier par rapport à ça, je trouve. Mais au niveau de la vision commune, ils ont beaucoup à nous enseigner. Nous devons baisser les coûts d'approvisionnement. J'en ai parlé. On a une augmentation de coûts en 6-7 ans de 30 %. Il faut attaquer ça. Benoît l'a dit, il n'y a pas de projet qui peut le lever avec des coûts de bois aussi élevés. Nous devons rajeunir nos forêts afin de créer plus de valeur. Puis là, je rejoins ce que Philippe a dit tantôt dans sa présentation. Ça m'interpelle. Les gros sujets, on en laisse déjà encore trop, à mon avis. Puis si, évidemment, ils sont plus vulnérables aux sécheresses, il faudrait peut-être adresser ça davantage. Puis nous devons faire tomber les silos. Il faut absolument voir les activités forestières comme une chaîne, puis la première alimente la deuxième et la deuxième alimente la troisième. Si on travaille en silo, cette interaction-là, cette synergie-là, on n'est pas capable d'avoir la valeur ajoutée de le faire. Et ça, c'est bien important. Je l'ai vécu dans une autre vie. Puis, je suis très bien placé pour vous dire qu'il y a un impact extrêmement positif à travailler, pas en silo, travailler vraiment là, de façon intégrée. Puis, ma dernière acétate, bien, c'est une question peut-être qu'on pourrait revenir plus tard. Est-ce qu'on travaille, compte tenu de tout ça, l'état de la forêt, l'état de l'industrie, est-ce qu'on travaille vraiment de façon durable? Est-ce qu'on est à l'intérieur des 3 siècles de durabilité? Ça, c'est une bonne question. C'est tout. Effectivement, très bonne question. Donc, notre régime forestier vise à développer un aménagement forestier durable qui devrait se situer à l'intersection de ces différentes dimensions. On va maintenant commencer à décortiquer ça plus par thème. Puis c'est à la suite des éléments qui sont faits par thème qu'il va y avoir des questions de la salle. Donc, on n'a pas de questions à ce moment-ci encore. Charles, est-ce que tu peux arrêter de partager, s'il vous plaît? Merci. Je sais ça.
Oui, je vois qu'il y a peut-être des gens qui aimeraient parler. On va le faire avec les thèmes. Donc, comme je viens de dire, c'est quelque chose qui va arriver. Donc, gardez vos questions pour ce qui s'en vient. Donc, notre premier thème, donc on demande aux panélistes 2 minutes de sortir force, faiblesse, opportunité et menaces ou barrières au développement du secteur forestier. Compte tenu, le premier thème, c'est la ressource, notre forêt de l'Outaouais. Donc, moi, je vais prendre en note vos éléments. On va y aller dans l'ordre inverse. Donc, 2 minutes. Charles Saint-Julien, je vais te demander, du point de vue de la ressource, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quelles sont les opportunités, quelles sont les menaces et les barrières à ces opportunités-là? Ben, je dirais, moi, dans nos forces, c'est qu'on a un bon potentiel. Je parle d'essence feuillue, évidemment. C'est principalement ça qu'on a. Je pense qu'on a un meilleur potentiel d'érable à sucre dans le sud de l'Outaouais qu'on obtient présentement. J'ai parlé tantôt de l'importance de rajeunir nos forêts, etc. On sait que l'argent est dans la couleur du bois et non pas dans les débits clairs. On a beaucoup à gagner là-dedans. On a un bon potentiel d'érable à sucre. Plus au nord, on a un bon potentiel de bouleau jaune. Donc, je pense qu'on a quelque chose sur lequel on peut bâtir et améliorer au niveau de la ressource forestière. Les opportunités, actuellement, c'est difficile. Les opportunités sont difficiles à voir dans le sens que oui, il y a déjà eu toujours au niveau de l'industrie des séquences. On a arrêté la papetière, on le poursuit, on l'a réouvert. Mais actuellement, on a un problème de coût. C'est différent de ce qu'on avait vécu avant. Là, on a 30 % de coûts ou une combinaison de revenus supplémentaires fait l'affaire aussi, mais on a 30 % d'écart à combler. Ça l'inquiète, c'est vraiment inquiétant. Je te dirais que c'est sûrement une menace par rapport à la ressource forestière. Écoute, la faiblesse, autant que ça peut être une grande valeur, la diversité de produits qu'on a à offrir dans l'Outaouais est quand même un défi en soi pour l'intégration. C'est quelque chose qui s'adresse, c'est quelque chose qui se travaille, mais c'est un grand défi que d'autres régions, évidemment, n'ont pas, étant donné les monocultures ou en tout cas les quelques essences qu'ils peuvent avoir au Saint-Côte-Nord, par exemple. Nous, on a une panoplie, une combinaison de qualité et essences qui fait en sorte que l'intégration est un défi, est une difficulté. Fait que tu voulais que je continue, Frédéric, au niveau de l'industrie forestière ou on s'occupe du bloc ressources forestières? Juste ressources. Si tu as terminé, tu J'ai fait le tour. OK. Donc, maintenant, ça va être au tour de Charles. Monsieur Charles Blais, s'il vous plaît. Oui, merci Frédéric. Moi, la plus grande force de notre forêt pour faire face aux perturbations, que ce soit les épidémies d'insectes, les maladies et les changements climatiques, c'est sa grande diversité. Alors, je pense que d'avoir une grande diversité d'essences et tout, mais ça nous équipe là, pour être plus robustes ou avoir une forêt qui est capable de s'ajuster et d'avoir peut-être des peuplements particuliers qui vont sortir gagnants là-dedans. Je demeure confiant qu'on a quand même des écosystèmes qui sont en mesure de se rétablir de grandes perturbations. Je regarde quand on fait des récoltes, des interventions de coupe de bois, particulièrement les coupes jardinatoires, on voit que les peuplements sont en mesure de se rétablir assez rapidement. L'autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est les grands épisodes de verglas de 98. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, suite au verglas, la communauté de forestiers, on avait été en forêt, on avait été vraiment choqué, secoué par l'état des lieux avec les cimes vraiment brisées à grande envergure. Et au final, c'était surprenant, mais les séquelles n'ont pas été de l'ampleur qu'on pouvait appréhender à ce moment-là. Un dernier point, je reviens sur le principal enjeu à l'aménagement forestier. C'était mentionné par les 3 autres panélistes. C'est celui d'avoir un preneur pour les bois de pâte. Si on veut être capable de faire des bons travaux, des bonnes interventions, de bien structurer le tout, puis de rendre ça, bien sûr, rentable. Alors, ça nous permet un preneur pour une utilisation pour ces bois-là. Merci, Charles. Donc, à vous, M. Lauzon, maintenant. Merci, merci. Au niveau des forces, je pense, de notre forêt, je pense que nos deux amis Charles l'ont bien énuméré. C'est vraiment
la forêt de l'Outaouais, la forêt mixte de l'Outaouais, sa diversité, là, je pense que c'est une grande force qu'on a chez nous. Comme M. Saint-Julien le mentionnait, là, la qualité des essences qu'il y a à l'intérieur de nos forêts, là, on parlait de bouleau jaune, il y a plein d'essences où on doit travailler à être capable de bien utiliser. C'est extrêmement important parce que quand on parle de la forêt, puis de la belle forêt qu'on a en Outaouais, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que c'est une ressource renouvelable. Quand on la travaille bien, puis qu'on travaille de façon intelligente, nos forêts, c'est une ressource renouvelable. Au niveau des opportunités qu'on a devant nous, moi, je pense que c'est l'annonce que le ministre a fait là, en début d'année. C'est vraiment le projet pilote qui s'en vient au niveau de la région de l'Outaouais. Il faut s'assurer que l'ensemble des partenaires qui utilisent la forêt, autant de façon économique ou environnementale ou au niveau des loisirs ou peu importe, prennent connaissance de ce projet pilote qui s'en vient au niveau de l'Outaouais. Parce que oui, il y a un rôle pour diminuer les coûts d'approvisionnement au niveau de nos usines, mais il doit aussi, à quelque part, là, je dirais en phase B, voir comment on va travailler dans le futur avec notre forêt. Merci beaucoup. On terminerait cette ronde sur la ressource avec monsieur professeur Philippe Nollet. Oui, en fait, je ne veux pas rajouter énormément à ce qui a déjà été dit. Je veux parler en termes de force et de menace ici, en termes de régénération. Dans un premier temps, on pourrait dire que c'est une des forces de la forêt feuillue. Elle se régénère bien. En général, elle se régénère bien. Et en plus, la régénération est habituellement de qualité. Quand on regarde les inventaires, on se rend compte que les tiges, les petites tiges de 24 à 30 cm, habituellement, ils ont un grand potentiel de sciage. Donc, on est chanceux. Et, ça se régénère bien, ça se régénère en qualité. En même temps, il y a la menace, puis on en a parlé un petit peu déjà, c'est l'envahissement par le hêtre, qui est une menace et qui semble s'étendre. Donc, c'est quelque chose qu'on ne faut pas lâcher du radar. Puis je pense que les gens de la région, le MFFP aussi, est tout à fait conscient de cette menace-là. Merci beaucoup, Philippe. Donc, ça clôt ce premier round d'analyse. Alors là, j'inviterais peut-être la salle à m'indiquer dans le chat si vous voulez poser une question, juste de mettre votre message en marquant juste « question », puis je vais vous donner la parole. Et peut-être, en débutant votre question, dire à quel panéliste vous voulez adresser cette question-là. Il y a une question déjà dans le chat de Daniel Picard, Frédéric. Ah oui, c'est vrai. Donc, allez-y, M. Picard. OK. Alors, bonjour tout le monde. Je suis un producteur forestier de Ripon. Je suis membre de la coopérative Terre à Bois et je suis membre de l'Agence des forêts privées de l'Outaouais. Et je me demande comment nos panélistes voient, quel rôle nos panélistes voient que l'agence peut jouer dans ces problèmes qui ont été présentés. C'est adressé à une personne en particulier? Non, ce n'est pas adressé à une personne en particulier. Oui, Charles Blais. Oui, c'est un excellent point, M. Picard. Moi, je demeure convaincu que la forêt privée est un acteur clé pour notre industrie. D'ailleurs, on a des discussions avec des acteurs du secteur de la forêt privée, notamment des gens qui sont regroupés autour de l'Agence de forêt privée, pour trouver des stratégies pour inciter davantage de propriétaires de boisés à redevenir actifs dans leur boisé, à s'investir dans l'aménagement de leur boisé. Je pense qu'on a... tout le monde va sortir gagnant en ayant un secteur forestier de forêt privée plus actif. Puis je pense que ça va aider aussi, ça va nous aider sur l'enjeu de la notoriété.
On a une image, le secteur forestier au complet, là, pas seulement l'industrie, mais tous les acteurs du secteur forestier. On a à mieux faire connaître nos activités par le grand public. Et je pense qu'une façon d'y arriver, c'est par l'implication des propriétaires de boisés. Et là, je vais faire un petit parallèle avec ce que Charles Saint-Gilles disait et ce qu'il observait en Suède. Je pense qu'un élément clé de la culture forestière en Suède, c'est le fait que c'est une forêt qui est dominée par la forêt privée. Et je pense que dans l'équation, c'est un élément clé. Merci, Charles. On a une deuxième question. Est-ce qu'il y a un autre panéliste qui voulait intervenir sur cette question de la forêt privée? Non. Donc, rapidement, Frédéric, juste pour dire à M. Picard que dans la cellule d'intervention qui a été mise en place par le ministre Dufault, qui est le groupe de travail qui était présidé par Luc Lebel, la forêt privée était présente à la table pour discuter. Puis, c'est certain qu'elle a un rôle extrêmement important à jouer au niveau de l'industrie forestière de notre région, là, puis a été considérée tout au long des travaux dans la crise forestière. Merci. Je pourrais rajouter, Frédéric, ici que moi, je pense que la forêt privée pourrait aussi jouer un rôle dans l'intensification de l'aménagement, on pourra en reparler, mais où on pourrait produire plus de billes de qualité, des arbres de qualité, et justement, quand on a une crise au niveau des pâtes et papiers, bien là, peut-être que les propriétaires privés, eux autres, c'est plus facile d'aller chercher le bois de qualité de leur forêt. Donc, je pense qu'à cet égard-là, la forêt privée peut avoir un rôle intéressant. Parfait. Je pourrais rajouter que c'est surtout du fait que la forêt privée est souvent plus jeune. Justement, c'est une forêt qui est plus jeune, qui est plus saine, qui contient plus de bois d'aubier dans l'érable. Donc, elle a cette richesse-là qui n'est pas à sous-estimer du tout. Et puis, ça va prendre des conditions gagnantes, par exemple. Hein. Une papetière, on en a parlé, c'est le dénominateur commun, c'est le problème, en fin de compte, qui rallie tout le monde. Avec une papetière, c'est les conditions gagnantes qui nécessaires pour repartir, en fin de compte, la filière, pour pouvoir, en fin de compte, que chaque bois de la filière puisse fonctionner de façon optimale. Et puis, évidemment, la forêt privée, c'est capital. C'est là. Une question de Mme Marie-Ève Roy, étudiante au doctorat ici à l'ISFOR, pour M. Lauzon. Allez-y. Bonjour. Donc, je voulais représenter les filles aussi là-dedans. Moi, c'est une question pour Benoît. Dans le fond, j'ai bien aimé votre intervention là, au début, puis je me disais, les bois de qualité, avoir une bonne génétique et tout, c'est vraiment un atout important que je pense aussi que pour nos forêts, de conserver de la génétique de qualité, des bois de qualité. Puis, je me demandais, dans le fond, si on ne devrait pas allier un peu la conservation du territoire et les demandes pour la papetière, par exemple, si on ne devait pas travailler un peu plus ensemble par rapport à des demandes pour le ministre, par exemple. Oui, Marie-Ève, c'est une très bonne suggestion. Présentement, le travail, si on parle de la papetière, le travail qui se fait avec le ministère se fait avec le ministère de l'Économie présentement. Puis, c'est travaillé pas mal plus en vase clos parce que les investisseurs veulent demeurer, on dirait, un peu secret encore dans les travaux qu'ils font, les analyses qu'ils font. Mais par contre, pour tout ce qui est des opérations forestières, puis comment on doit travailler à l'intérieur de la forêt, il manque quelque chose au niveau de la région, surtout avec la forêt mixte qu'on a. Moi, je me souviens quand la Créo était là, il y avait la table des ressources naturelles qui était là, où l'ensemble des intervenants étaient assis ensemble et étaient capables de discuter. Quand le gouvernement a aboli la Créo, aujourd'hui, on travaille beaucoup en silo, un peu partout dans l'ensemble des dossiers, puis pas seulement au niveau forestier, je dirais au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, partout. Moi, avant, quand je travaillais, j'allais à la Créo, je siégeais sur des comités, puis j'étais capable de parler avec l'ensemble des intervenants. Puis aujourd'hui, si je veux faire le même travail que je faisais dans le temps de la CRE, mais je dois siéger sur des conseils d'administration
un peu partout à la grandeur du Québec, à la grandeur de l'Outaouais, puis ça devient extrêmement difficile. Fait que chaque secteur de l'Outaouais, quand on parle avec le ministre, on le fait de façon individuelle, puis c'est vraiment pas gagnant présentement. Ta suggestion est excellente. On s'en vient, là, la conférence des préfets, là, on s'en vient pour mettre en place une table où on va être capable de parler ensemble, puis être capable d'avancer ensemble, puis surtout prendre les bonnes décisions ensemble. Si je peux compléter aussi sur la question de Marie-Ève, moi, je pense que ce qui est une des solutions qui apparaît, on peut peut-être en parler plus tard, mais c'est toute la question de l'intensification de l'aménagement. Je pense qu'on doit avoir des zones où on va s'assurer qu'on va produire une beaucoup plus grande proportion de bois de qualité. On va investir beaucoup. Mais en contrepartie, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on va avoir des zones de conservation. Il faut avoir les deux. Et je pense que cette stratégie-là manque au Québec, mais manque particulièrement à l'Outaouais. Donc, si on pouvait avoir des peuplements, on a doublé la proportion de boîtiage, peut-être qu'en temps de crise, on serait capable de se tourner vers ces peuplements-là. Donc, je pense qu'il faut voir... C'est un peu ce que je disais dans ma courte présentation. Il peut y avoir des situations où il y a de gagnant-gagnant, où on intensifie et on intensifie plus et on conserve plus. Ça ne va pas un sans l'autre. Philippe, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Puis je pense que ça, c'est... Je pense qu'on doit régionaliser, en fin de compte, plus notre foresterie. Je pense qu'on devrait prendre plus de lead par rapport à ça. Puis, je pense que c'est capital. Puis, en travaillant sur ce que tu viens de dire, Philippe, là, ça va probablement aussi nous aider à avoir une vision commune. Tu sais, il va y avoir un défi commun. On va se rejoindre sur un défi commun, un combat commun. On veut prendre notre destinée en région, puis travailler évidemment pour avoir davantage de conservation. Je pense qu'on est à 6-7 % d'air protégé, si je ne me trompe pas, là, au niveau de l'Outaouais. Il faut que ça augmente, mais qu'est-ce qu'on peut avoir? Parce qu'évidemment, pour l'industrie, c'est des superficies en moins. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les rendements, améliorer en fin de compte les croissances pour qu'on puisse pouvoir avoir des superficies supplémentaires en conservation, puis que ça ne touche pas en fin de compte, et même que ça soit bénéfique à l'industrie. Donc, je te rejoins à 100 000 $. C'est ça, d'après moi, qui va nous amener vers une vision plus commune. Merci pour cette réponse. On va passer au deuxième bloc. Je m'excuse pour ceux que je vois très bien. Là, il y a d'autres personnes qui ont des questions. N'ayez crainte, vous aurez votre tour, mais il faut progresser dans notre développement. Alors, on va avancer maintenant sur le thème 2. Le thème 2 où là, on regarde encore force, faiblesse, menace, opportunité, mais là, on parle du secteur industriel. Je pense que ça l'a transcendé déjà en parlant des ressources, le secteur industriel, mais là, on parle vraiment plus là, de la structure industrielle, comment le régime forestier aussi force les acteurs de l'industrie à travailler ensemble, quelles sont les barrières que ça l'amène. Alors, je inviterais peut-être à ce premier thème-là, M. Benoît Lauzon à parler en premier. Donc, force, faiblesse, opportunité, menace du secteur de l'écosystème industriel forestier de l'Outaouais. Merci, Frédéric. Dans ce thème-là, j'ai hâte d'entendre surtout les deux Charles puis Philippe te parler de ça. Moi, je vais être très bref à ce niveau-là. Puis, ce que je vais vous dire, c'est que c'est le seul côté positif qui est ressorti de cette crise forestière-là aujourd'hui, c'est que les industriels se parlent. Les industriels, là, qu'ils soient des feuillus, que ce soit les industriels résineux, là, les industriels se parlent. On a un comité stratégique dont je siège au niveau de la région de l'Outaouais, là, puis ça va super bien. Les gens autant de l'Outaouais, Laurentides sont sur ce comité-là. Puis je dirais que c'est vraiment une opportunité. C'était une faiblesse dans le passé. Je pense que les industriels se parlaient peu. Les industriels faisaient leur travail. Puis c'est normal, c'est des gens qui sont en affaires. Maintenant, on a une forêt qui appartient
appartient à l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Puis il faut travailler cette forêt-là de façon responsable et intelligente. Puis aujourd'hui, les opportunités, puis Philippe parlait peut-être augmenter là, le peuplement à l'intérieur de la forêt quelque part. Mais aujourd'hui, là, c'est des possibilités qu'on va avoir. Pourquoi? Parce que les industriels de la région se parlent. Merci. Charles Saint-Julien, s'il vous plaît. Je dirais que notre force au niveau de l'industrie forestière de la région, c'est assurément, je faisais mention qu'on avait perdu à peu près 50 de notre industrie entre fin des années 90 puis 2019. Sauf ceux qui demeurent, c'est des industriels solides. C'est des industriels établis depuis plusieurs années. Ils sont là, ils ont passé au travers les tempêtes. Il n'y a pas juste la tempête actuelle, mais il y a eu la crise, la fameuse crise qui a duré dans le feu. En tout cas, entre 2005 et 2012, ça n'a pas été facile. Bien, ces industriels-là ont pu s'ajuster, ont pu investir quand même, améliorer le processus, puis être encore là aujourd'hui. Je pense que ça, c'est une bonne base, puis c'est une de nos forces dans la région. Ça, c'est assurément. Faiblesse, je trouve que les plans, on en parle par exemple, ça s'en vient, mais je trouve que les plans stratégiques, à mon avis, en tout cas, ne sont pas assez axés sur les besoins de l'industrie. On a parlé de différents éléments, forêt trop surannée, on devrait rajeunir les peuplements, ça c'est un exemple, mais je trouve que dans le concret, on n'arrime pas assez les plans stratégiques aux besoins de l'industrie. Puis ça, c'est bien important, il va falloir qu'on se penche là-dessus davantage. C'est à peu près tout pour l'instant. OK, merci. Maintenant, Philippe Nollet, s'il vous plaît. Ah, OK, j'aurais pensé que j'aurais été le dernier là-dessus. Bien, les forces, Charles vient de le dire, hein, on a une industrie du sciage qui est forte. Faiblesse, bien évidemment, c'est l'absence de pâtes et papiers. Je ne sais pas si ça vaut la peine de le rementionner. Je dirais, moi, l'opportunité, c'est peut-être... je vais revenir sur la question de l'intensification. Puis on a peut-être une opportunité de voir comment on peut mettre en place cette intensification-là. Est-ce que ce serait possible d'avoir dans un processus comme ça, de mettre à profit justement l'industrie forestière qui pourrait être responsable de cette intensification-là sur des terres précises, mais donc, il pourra en payer une partie de l'intensification, peut-être, Charles, tu pourras réagir à ça, mais aussi à profiter de l'usufruit de ça. Donc, je pense que c'est une opportunité qu'il faut envisager. Je ne dis pas que c'est nécessairement la meilleure solution qu'on puisse envisager, mais je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir. Donc, juste pour résumer, ici, tu parles d'un potentiel d'intensification énorme. Oui, c'est ça. Puis je dis même que le secteur industriel pourrait faire partie du processus d'intensification. Parfait. Il demeure, je pense, M. Blais. Oui, tout à fait. Moi, à mon avis, la plus grande force de notre industrie, c'est le matériau bois. On a la chance de travailler avec le matériau le plus intéressant qui soit. Des opportunités, il y en a plein. J'ai mentionné les filières, les systèmes de construction préfabriqués en bois d'ingénierie. La filière des biofibres, on le sait, avec les filaments de cellulose, il y a des capacités de production qui s'installent un peu partout au Québec. Il y a également la filière bioénergétique. Des joueurs comme Gazifère veulent avoir dans leur réseau 100% de gaz naturel recyclable ou renouvelable. Alors, ils sont en contact avec nous. Alors, des opportunités, il y en a. On le voit du côté des bois résineux, sapins épinettes, dans le modèle où tous les arbres passent dans la scierie puis on génère des copeaux. Il y a une structure industrielle qui favorise, qui rend ça plus compétitif. Alors, il y a un développement qui s'amorce, qui est en cours présentement de ce côté-là. Du côté des feuillus, grand défi. Puis la solution, on va se répéter, on va être fatigué, mais il faut rendre ça plus compétitif et ça commence par le coût du bois. Moi-même, personnellement, j'ai été responsable des achats de bois à l'usine de Tursault pendant 7 ans, de 1996 à 2003. Et c'était une réalité. À partir du moment où on va être capable de mettre en place
d'avoir des coûts compétitifs prévisibles dans le temps sur un grand horizon, les investissements vont suivre parce qu'il y a un intérêt pour la fibre de bois. Donc, si je comprends bien, il y a un manque de prévisibilité des conditions gagnantes ou des conditions qui font qu'une industrie peut être gagnante. Regarde, Frédéric, en 2002, 2003, l'usine de Tursault était à vendre. On avait des financiers qui venaient de Toronto, de New York, visiter l'usine. Les questions qu'ils posaient, ce n'était pas par rapport aux équipements, ce n'était pas par rapport à la capacité de gérer les éléments d'environnement sur le parc de l'usine. La question tournait autour du bois. Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il est disponible sur une raison de 12-15 ans? Puis est-ce qu'on est en mesure d'assurer une compétitivité de ce coût-là sur 12-15 ans? Parce qu'à partir du moment où tu investis un 500 millions, 1 milliard de dollars, bien, il faut que tu t'assures que ta structure de coûts pour être sur les marchés, que tu es capable de la maintenir, cette compétitivité-là. C'est tout simplement ça. Je poserais la question, est-ce que le marché de la pâte qui est en transformation majeure là, dans le monde avec la chute de toute l'industrie de la communication par le média papier, est-ce que vous pensez que c'est une menace, ça, ou la menace est passée, puis on a fini la restructuration en lien avec ce changement? Oui, Charles. Bien, je l'ai mentionné tantôt, je pense qu'il y a genre Kruger, il y a également Résolu qui ont installé des capacités de production pour moins dépendre du papier et avec les filaments de cellulose, qui est très prometteur. Je ne suis pas un expert des filaments de cellulose, mais ça permet de remplacer, entre autres, des plastiques et d'autres produits à base de pétrole dans une gamme de produits. Alors, ces filières-là sont en train d'émerger. Il y a une transition qui se fait. Du côté près ici, Papier Masson, qui fait de la fibre résineuse, également font la même chose. Ils ont installé des équipements pour développer une biofibre qui pourrait servir dans des produits composites, plastique ou caoutchouc avec un input davantage de fibres. Fait que la machine est en marche au niveau de la transition. On est rendu là. Mais là, il faut créer des modèles d'affaires où là, les clients l'achètent, puis on est capable de soutenir puis de développer cette filière-là. Moi, je pense que ça va prendre un 5 à 10 ans avant d'avoir une filière robuste à cet effet-là. Merci beaucoup pour ce portrait. Je vais prendre les questions dans l'ordre qu'elles sont apparues dans le site de Converser. Donc, il y avait une question de Patrick Lupien pour M. Saint-Julien. Tu autorises ma caméra, Frédéric? Ah, OK. Oui, bien, vas-y, pose la... En fait je vais profiter de cette occasion-là pour poser les deux questions. En fait, je voulais savoir un peu les éléments qui expliquaient une hausse de 30 % des coûts. Ça, c'est un élément qui n'est pas clair dans la compréhension que j'ai de la situation. Puis l'autre chose, je me demandais du côté je prends comme des régions comme nous autres en Mauricie ou que ce soit en Estrie, peut-être parce que ce sont des régions plus centrales. On a des usines qui sont là et qui vont transformer du feuillu en pâte et tout ça. Est-ce que dans l'Outaouais, c'est une problématique ou est-ce qu'il y aurait à penser dans le côté innovation de s'associer peut-être avec notre voisin en Ontario? Peut-être y a-t-il des usines où on est dans un désert d'usines de ce côté-là aussi? Avoir peut-être une collaboration, si elle n'existe pas, là, je ne suis pas au courant, mais une collaboration avec l'Ontario pour être capable de passer des bois qui ne sont pas destinés à facilement des usines là, dans votre coin. OK, M. Lupien, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Je vais y aller avec peut-être la dernière. Au niveau de l'Ontario, la problématique de pâte, elle existe, là, elle est nord-américaine, puis elle est même mondiale. C'est une problématique qui existe. C'est difficile de passer nos produits. Les Ontariens, justement, il y a beaucoup de producteurs ontariens qui livrent à Témiscamingue au Québec présentement. Il y avait Cornwall avant, Cornwall n'existe plus. Il y a une panoplie aussi de producteurs ontariens qui livraient chez Fortress jusqu'à tout récemment, avant sa fermeture. Donc, il y a une problématique un petit peu partout. Aux États-Unis, partout, on a une problématique à ce niveau-là. Moi, je dirais une façon d'attaquer cette problématique-là. Charles en a parlé, je veux dire, c'est des projets peut-être pas nécessairement court terme, mais si on rajeunit notre forêt, notre pourcentage de sillage augmente,
c'est interrelié, c'est aussi direct que ça, puis il augmente beaucoup. Donc, notre quantité de pâte qui est possible d'évacuer par la suite est beaucoup moindre. Donc, ça nous aide aussi de travailler sur des stratégies, c'est un petit peu ce que je parlais, un petit peu les stratégies qui sont plus adaptées à l'industrie, qui fait en sorte de justement disponibiliser moins de pâte, parce que ça va être quand même un défi pour les prochaines années, puis augmenter le sillage davantage. Là, M. Lupien, vous m'en avez posé, je pense, 3 ou 4 questions en même temps. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Sûrement, là. C'était de savoir ce qui explique le 30 d'augmentation. OK, absolument. Le 30 d'augmentation, bien, le nouveau régime forestier qui a pris force en 2013 était censé nous faire économiser à peu près 2 $ le mètre cube. Puis, par une panoplie de raisons, parce que nos coûts d'opération ont resté assez stables. Ce qu'on appelle notre coût bord de route, là, la coupe et débuscage, le transport, le chargement, tout ça, là, ça a resté assez stable. C'est d'autres éléments qui sont venus faire en sorte que le coût a dérapé. Nous autres, on est BGAD, donc on a le mandat d'opérer sur le terrain pour une panoplie de compagnies. Nos produits, ça représente à peu près 20-25 de ce qu'on coupe en forêt. L'Ozon et le BGAD, on coupe 100 mais il y a 25 qui vient chez nous. Si, au moment-là, on arrive à un niveau de coût qui fait en sorte qu'il y a des pertes sur les essences que tu vends aux autres. Et puis ça, là, ton propre coût vient d'exploser parce que quand tu viens de perdre 1 $, 2 $, 5 $, 10 $ le mètre cube, puis tu rabats ça sur ton 20 bien ça fait une espèce d'exercice, là. Nous autres, on dit que notre coût d'opération à ce moment-là explose littéralement, devient extrêmement sensible. Puis au fur et à mesure que tu rajoutes des pertes, mais ça devient exponentiel. Fait qu'on s'est fait prendre un peu dans ce tourbillon-là de pertes sur 80 des produits qu'on vend au travers des coupes partielles, puis 20 sur lesquels sont amortis. Le phénomène, c'est en grosse partie ça. Et donc, un problème d'intégration de produits, là, ici. Absolument. OK, merci. La prochaine question, elle est de M. Patrick Gravel. Il ne l'identifie à aucun des panélistes, donc ça va être ouvert à tous. Allez-y, M. Gravel. Oui, bonjour mes chers. Merci d'être présent aujourd'hui. Ma question, dans le fond, quand je l'ai écrit, je n'avais pas encore entendu celle de Marie-Ève, alors elle est liée, là. Mais il y a quelques petites choses qui m'interrogent. Entre autres, quand on dit rajeunir la forêt, j'ai vu des études dernièrement sortir qui disaient que les gros sujets allaient capter plus de carbone. Alors là, moi, je pense qu'il y a peut-être un... Je ne sais pas si le consensus chez les chercheurs est fait là-dessus, là, mais pour moi, je ne suis pas certain. L'autre chose, c'est que l'Outaouais, c'est la dernière région la plus biodiversifiée ayant des grands massifs forestiers dans le sud du Québec. Donc, les interventions forestières, selon moi, en tant que botaniste, devraient être très, très précises et il devrait y avoir une connaissance beaucoup plus aiguisée des écosystèmes avant l'intervention. J'ai remarqué plusieurs fois là, des espèces menacées qui étaient comme touchées par les coupes forestières et malheureusement, pour l'instant, quand on demande est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir regarder sur le terrain qu'est-ce qu'il y a comme espèces menacées avant les coupes, pour l'instant, il y a toujours eu une résistance. Alors, je me demande si on veut innover, si on veut aller vers l'avenir, est-ce que ce serait possible d'aller dans cette direction-là et aussi d'avoir le soutien des industries forestières par rapport aux aires protégées qui sont demandées dans l'Outaouais. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a 2 volets à ma question, le volet biodiversité et le volet rajeunissement des forêts. Ben, je peux peut-être y aller pour le rajeunissement des forêts. Quand je parle de rajeunir la forêt, ce n'est pas de passer vraiment à une forêt très surannée à une forêt extrêmement jeune. Ce n'est pas ça que j'ai, c'est de la rajeunir davantage. On va toujours laisser des sujets, des espèces de legs pour la biodiversité. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est de travailler en fonction de, tu sais, quand on est en coupe partielle puis on laisse une tige qui a
54 cm, puis qu'on a des rotations de 30-35 ans, avec ce que Philippe a dit au niveau de la sécheresse par rapport à ces gros diamètres-là, mais il y a lieu de se questionner par rapport à ça. Puis c'est de rajeunir nos peuplements. Je vous disais que nos premiers traitements de jardinage versus nos deuxièmes traitements qu'on a fait dans nos coupes partielles, on a déjà trouvé une espèce de gain. Étant donné que la forêt était légèrement plus jeune, on a trouvé un gain dans les revenus qui n'était pas négligeable. Donc, c'est de travailler, c'est pas d'avoir l'image drastique parce que c'est pas ça, le plan. C'est vraiment de tendre vers peut-être un rajeunissement davantage pour justement se retrouver un peu dans le milieu des trois cercles. Là. Puis les questions que vous posez, dans le fond, l'industrie est ouverte à tous les éléments que vous amenez sans aucun problème. Il faut juste faire en sorte que ça fonctionne pour tout le monde, qu'on soit en fin de compte tous à l'intersection des trois cercles de la durabilité. Mais évidemment, on est certifié. Il y a des opérations, il y a des certifications, des espèces menacées, etc. C'est des enjeux extrêmement importants pour nous. On ne fait pas fi de ça du tout, au contraire. Et puis, les aires protégées, j'en ai parlé tantôt très ouvertement avec tout le monde, mais spécifiquement avec Philippe. On est d'accord avec ça, nous autres, de concéder des aires protégées davantage, mais aller chercher un gain au niveau des AIPL, des aires d'intensification de matières ligneuses. C'est un peu du donnant-donnant qui va faire en sorte qu'on va se retrouver vraiment à l'intersection des trois cercles de la durabilité. Donc, c'est oui à toutes ces questions-là. On a de l'intérêt pour explorer tous les volets. Il faut que les autres acteurs soient aussi ouverts à regarder ça parce qu'à quelque part, à la fin, c'est un jeu de compromis. À quelque part, on ne peut pas avoir une perfection sur chacune des sphères de la durabilité, mais c'est une série de compromis qui va faire en sorte que la solution globale va être la meilleure possible. Un autre qui voudrait intervenir sur cette question-là des aires protégées et de la biodiversité? Bien, au niveau de la biodiversité, les industriels forestiers travaillent de plus en plus avec nous à ce niveau-là. On en parle beaucoup à l'intérieur de nos rencontres, puis on a l'appui, comme le mentionnait M. Saint-Julien, on a l'appui des industriels au niveau de la biodiversité. Il y a un travail, vous savez, M. Gravel, le leadership, quand on parle de biodiversité, doit venir, moi, à mon avis, doit venir d'en haut, il ne doit pas venir d'en bas. C'est le gouvernement. Le gouvernement, là, c'est des terres publiques, c'est des terres qui lui appartiennent. Oui, de façon régionale, on peut avoir un certain impact de proximité de nos territoires pour faire travailler au niveau de la biodiversité. C'est ce que fait la MRC Papineau présentement. On a un comité là, qui est mis en place, qui travaille énormément fort, puis on veut venir protéger beaucoup de notre territoire. Puis je pense qu'on va y arriver. Mais sinon, on travaille avec les industriels, on travaille avec l'ensemble des acteurs. C'est extrêmement important. C'est notre avenir. Vous savez, quand on regarde la forêt aujourd'hui, quel rôle la forêt a à jouer? Puis je pense qu'il faut bien l'évaluer. Est-ce qu'elle a un rôle environnemental? Elle a un rôle économique, elle a un rôle aussi pour le loisir, pour la villégiature, pour toutes sortes de genres de développement. Puis, c'est quoi son rôle principal? Et après ça, tu viens rattacher. C'est de ça, M. Saint-Julien parlait tantôt quand il parlait de est-ce qu'on fait vraiment du développement durable, puis comment on gère nos forêts, puis de quelle façon on la travaille. C'est extrêmement pertinent. Je pense que, M. Gravel, votre point est excellent. Je pense que tout le monde grandit. Je pense que ça prend une éducation à tout le monde. Les industriels sont en train de le faire, mais je pense qu'aussi au niveau des décideurs, politiquement, des gens doivent aussi prendre connaissance de cette importance-là. Merci. J'aimerais peut-être rajouter là-dessus, je pense en 2013 ou en 2014, Frédéric, Christian et moi, on a publié un article dans la revue internationale Forestry, dans lequel on décrit un type de coupe partielle qui peut être utilisé à des fins de production de bois de qualité et aussi à des fins de biodiversité. Et moi, je pense toujours que ça fait quoi? Ça fait 8-9 ans. Je pense toujours que cette idée-là est encore d'actualité, est encore intéressante. Mais donc, grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, dans la forêt, il y a une partie qui est, dans un même peuplement, il y a une partie qui c'est du bois de qualité,
celui-là, on l'aménage de façon durable, de façon soutenue. Peut-être qu'on n'améliorera pas la quantité de bois d'œuvre, mais on la maintient. Puis, il y a une autre partie qui est plus du bois de pâte, que là, on se dit, OK, celle-là, cette partie-là, ça sert plus à des fins de biodiversité. Donc, on va dire un gros arbre de 55 cm qui n'a pas un tronc droit, qui est destiné à la pâte, mais il ne sera peut-être pas récolté dans le cadre de ces interventions-là, mais ces bienfaits écologiques vont être maintenus. Donc, et encore là, il y a moyen de travailler pour avoir des situations gagnant-gagnant. Merci Philippe pour cette intervention très appropriée. On va passer maintenant au troisième bloc. Et encore une fois, je garde en banque les questions qui ont été signalées dans le chat. Donc, le dernier bloc, on parle plus des acteurs, de l'ensemble des acteurs, qui comprend les parties prenantes qui ont des intérêts et des choses à gagner ou à perdre en lien avec leur activité sur le territoire. Mais ça comprend aussi les régulateurs, donc le ministère, les liens avec notre régulateur, et ça comprend aussi l'ensemble de la société québécoise qui jette un regard, un peu comme on l'a vu dans les dernières semaines, dans l'actualité, où la perception du public joue un rôle important dans les façons de faire et la reconnaissance de ces forces-là pour le développement de solutions. Donc, je vais demander peut-être à M. Nollet de débuter cette section-là, s'il veut bien. Bien, en fait, je vais y aller ici peut-être avec une opportunité davantage. Je crois qu'on est dans une situation où on peut vraiment aller vers ce que je considère qui est vraiment du développement durable. Le développement durable, souvent, on le voit comme une finalité, alors que c'est plus un cadre de travail. Moi, je le vois plus comme un cadre de travail où on s'assure que dans la prise de décision, on inclut tout le monde. Ce n'est pas juste la participation, là, une fois que tout est fait. On inclut tout le monde autour de la table pour la prise de décision. Et donc, en amont, on s'assure qu'on a l'aval. En amont, on s'assure qu'on a l'aval, c'est bien dit. En amont, on s'assure qu'on a un accord de tout le monde pour aller de l'avant avec nos idées et pas de le faire en fin de processus. Et je pense que présentement, ça ne s'est pas tellement fait en Outaouais. On fait de la participation par-ci, par-là, mais on n'implique pas. Et je pense que si on faisait ça dès le départ, de mettre les gens ensemble, là, on pourrait avoir vraiment du développement durable. Juste pour comprendre, parce qu'on a déjà la table de gestion intégrée des ressources du territoire d'Outaouais, la TGIRTO. En quoi ce qu'on a déjà ne répond pas à ce que tu mentionnes, Philippe? Bien, c'est peut-être une mauvaise compréhension de ma part, mais moi, j'ai l'impression qu'on consulte beaucoup à l'intérieur de ces tables. Il y a des discussions, il y a certainement certaines discussions, mais le travail en amont de voir où est-ce qu'on s'en va avec ce territoire-là. Par exemple, on parlait des questions d'air protégé, de biodiversité. Ces questions-là doivent être décidées d'entrée de jeu, pas une fois que la stratégie d'aménagement forestier est établie. Il faut que ça soit fait dès le départ. OK, merci. Je vais passer maintenant à M. Blais. Oui, merci Frédéric. Pour moi, ce sera toujours un grand défi de concilier les intérêts de tous les acteurs concernés par la gestion des forêts, que ce soit lors des discussions pour convenir, prioriser les grandes orientations stratégiques à long terme liées à l'utilisation du territoire et des ressources, ou encore lors des discussions pour convenir des modalités d'intervention opérationnelles. Il y aura toujours la nécessité de faire des arbitrages à la fin. Ce n'est pas un rôle facile qu'ils ont. Puis là, je parle aux professionnels du ministère des Forêts. Ils ont un grand défi. Oui, les discussions, il faut que tu les mènes, il faut que tu les écoutes, mais à la fin, une bonne orientation, une bonne approche stratégique, c'est de nommer les choses, de les prioriser, parce que de tout faire, ça devient... alors, ça demande de la conciliation, puis ça demande aussi de prendre une décision à la fin de la discussion. Une fois que j'ai dit ça,
est-ce que l'État québécois peut continuer à améliorer ses processus de consultation, de discussion, puis de prise de décision et surtout de communication par la suite? Bien, oui, tout à fait. Puis je pense que je prends pour acquis que les gens, les professionnels du ministère des Forêts sont de bonne foi là-dedans. Mais, mais moi, je vais dire, je ne les envie pas dans le rôle qu'ils ont à jouer pour ce qui est de concilier tout ça. C'est un grand défi et ça demande beaucoup d'efforts. Merci, Charles. Est-ce que il y a M. Lauzon, puis je vais laisser M. Lauzon revenir, mais je pense qu'il y a un lien avec ça. La perte de la craie et de la table sur les ressources naturelles et le territoire, est-ce que on a senti qu'on avait perdu un capital social qui avait été longuement développé? Est-ce que tu pourrais dire que ça l'a fait comme une rupture de pont dans l'ensemble de l'écosystème? Puis je laisse M. Lauzon après ça intervenir. Charles, à toi, en premier, je demandais. Excuse, Frédéric, je n'avais pas réalisé que c'était moi qui t'avais passé le crachoir. Donc, moi, ce que je te dirais par rapport à celle-là, je pense que ce qui rallierait tout le monde, je vais le prendre comme ça, je parlais de vision commune tantôt, là, mais ce qui rallierait tout le monde, c'est un combat qu'on aurait en commun. Avec tous les acteurs, tantôt j'en ai parlé, puis je pense que c'est ça le début d'une nouvelle démarche. C'est vrai ce que Philippe a dit. On est souvent consulté à la fin de démarche. On t'a perdu, Charles, ton micro. My God, je parlais tout seul depuis... Non, c'est 5 secondes. Je suis bien parti pourtant, mais on dit. Ça va revenir. Ouais. Bon, moi, ce que je pense, j'ai parlé de vision commune tantôt, puis je pense que c'est l'élément le plus important pour avancer en tant que région. Puis, pour initier ça, je pense, ça nous prend, comme j'ai dit tantôt, une espèce de combat commun. Tous les acteurs, un petit peu, je pense qu'on est tous un peu... je pense que certains acteurs sont tannés d'attendre après les fameuses aires protégées. Il y a de l'irritation dans le système en région là-dessus. Puis nous autres, on est tannés d'attendre après nos AIPL, nos aires d'intensification. On a besoin de faire plus avec la forêt. Je pense que ça, c'est un élément de départ qui pourrait faire en sorte qu'on travaille ensemble autour d'une stratégie qui serait plus régionale, okay, qui serait beaucoup plus adaptée à notre région. Et puis en poussant dans des dossiers en commun, bien, ça nous amène plein d'autres bénéfices qu'on va voir en cours de route. Mais je pense que ça, c'est le début de quelque chose qui pourrait faire changer, en fin de compte, les difficultés que Charles mentionnait, parce que c'est vrai que c'est difficile. Mais quand on a un combat en commun, c'est pas la même chose. On se bat tous pour la même chose, on se développe des synergies, puis on se comprend plus. Puis à un moment donné, c'est plus facile après de cheminer. Aussi, ce que je voudrais dire là-dessus, la communication, là, est bonne. Il y a des canaux de communication là, incommensurables. Il y en a une panoplie, il y en a même peut-être trop. L'important, c'est pas de se parler, c'est de se comprendre. Puis c'est là-dessus qu'il faut davantage travailler. De là, la suggestion que j'ai faite par rapport aux aires protégées et aux AIPL, mais on a intérêt à essayer de travailler en fonction de se retrouver à quelque part. Chose qu'on ne fait pas. Dans chacune des démarches qu'on a, que ce soit BGA, ministère, c'est souvent des choses à moitié aux trois quarts cannées. Puis c'est dur, quand tu ne commences pas par le début, d'avoir quelque chose de satisfaisant au niveau du résultat par la suite. Donc, on doit travailler davantage là-dessus pour trouver cette fameuse vision commune-là qui va nous permettre d'évoluer en tant que région. Je pense que ça, c'est le plus gros défi, puis c'est la plus grosse opportunité en même temps qu'on a en tant que région. Okay, merci. Monsieur Lauzon. Merci. Effectivement, là, la disparition de la craie, comme tu le mentionnais, Frédéric, ça a eu un impact énorme au début. Je dirais qu'on avait un bon véhicule pour pouvoir travailler ensemble. On s'est ramassé du jour au lendemain à pied, comme on pourrait dire, là, chacun sur nos territoires. Puis, on commence à travailler peut-être un petit peu mieux ensemble. Moi, je pense que ce qui est important, là, puis Charles en parlait un petit peu,
il y a la vision qu'on veut donner, mais ça prend la planification aussi. On peut pas avoir une bonne vision quand on planifie à l'année. On a une planification sur un an. Autant pour l'industrie forestière que pour la biodiversité ou la protection des territoires, ou peu importe, ça prend une vision à long terme qu'on veut avoir, où tout le monde va être capable de s'accrocher après ça, puis être capable de faire son travail. Puis, je pense que les industriels, c'est ce qu'ils demandent depuis longtemps. Des industriels forestiers, c'est une planification à plus long terme. Là. On peut pas gérer, opérer une forêt comme la forêt de l'Outaouais, une forêt mixte avec une planification là, annuelle. À mon avis, c'est impossible. Et puis, il va être encore de plus en plus important de travailler ensemble parce que oui, je pense que la biodiversité, c'est extrêmement important. Mais on voit aussi notre potentiel sur le territoire au niveau du graphite. On voit aussi l'intérêt au niveau des entreprises minières de s'en venir chez nous. Puis c'est quoi l'arrivée des entreprises minières sur notre forêt, sur nos entreprises forestières, sur notre qualité de vie chez nous? Ça va avoir un impact énorme dans les prochaines années. Puis il est temps qu'on se parle à ce niveau-là. Avec le gouvernement, on a des outils pour protéger une partie du territoire. On n'est pas capable de protéger l'ensemble du territoire. Les outils sont faits, c'est les mêmes outils qu'on a pour l'ensemble du Québec. Fait que quand on est en Abitibi, sur la Côte-Nord, en Gaspésie, en Estrie ou en Outaouais, le territoire n'est pas pareil, mais on travaille avec les mêmes outils présentement. C'est pour ça que le ministère a un gros rôle à jouer. C'est lui qui est responsable de la gestion au niveau de ce qui se passe en forêt, mais il doit travailler avec nous. Puis, on doit travailler sur une planification pour nos forêts d'Outaouais, sur une vision beaucoup plus à long terme. Merci. On va passer aux questions. J'ai le rôle à... Oui, Frédéric, j'avais juste un petit élément à ajouter. Oui, ben oui. Sur la question de... Je vais faire le lien avec les aires protégées, puis le rôle que la CRI a joué en 2007. Le ministère de l'Environnement, en 2007, est arrivé avec un paquet de propositions sur les territoires. Et à ce moment-là, ils ont dit, bien voilà, en Outaouais, on a ciblé, je vais dire un chiffre, il y en avait une dizaine d'endroits d'aires protégées. Et la question qui était posée, c'était à la CRI directement. Voilà, c'est ça qu'on va faire, puis go, on s'enligne là-dessus. Et là, la CRI a dit, non, nous, on va tenir des consultations à travers notre territoire, rencontrer tous les acteurs, toute la population, puis discuter entre nous autres et échanger. Puis à ce moment-là, en 2007, on a réussi à convenir de ces aires protégées-là. On a écouté tout un chacun. Il y a eu des ajustements qui ont été faits au niveau des territoires parce qu'un acteur nous mentionnait un enjeu. Mais on a réussi à le faire justement parce qu'on avait une entité sur place qui a permis de faire un grand tour de roue avec les acteurs directement concernés sur le territoire. OK. Donc, on a perdu un instrument important, là, justement, tant au niveau de la planification que de se doter d'une vision. En même temps, là, on avait le PRDIRT qui avait fait un portrait de très grande qualité puis donné des alignements. Est-ce que ces alignements-là du PRDIRT sont toujours d'actualité ou on doit revoir les mandats qui étaient à l'échelle régionale définis dans le plan régional de développement intégré des ressources et du territoire? Une question qui est dans l'air. Je ne demande peut-être pas à y répondre maintenant. J'ai le rôle ingrat de ne pas pouvoir poser des questions alors que j'en ai des milliers, mais j'ai le très beau rôle d'identifier ceux qui vont poser des questions. Alors, je t'ai rendu à M. Picard qui posait la question en lien avec la mécanisation. Oui, merci Frédéric. Juste un commentaire avant d'y aller de ma question. Je trouve ça admirable, la séance qu'on a présentement. Et admirable parce que les gens se parlent et comme disait Charles Saint-Julien tantôt, ils ont l'air de se comprendre aussi. Et il me semble-t-il que, en tout cas pour moi, ça fait du bien, c'est beaucoup d'oxygène. Alors, ma question, c'est par rapport au savoir-faire. On a des entrepreneurs forestiers qui sont en difficulté actuellement à cause de la faiblesse des activités qu'on retrouve dans nos forêts. Et ces entrepreneurs-là vont peut-être faire faillite
ou fermer leurs opérations. Il me semble que là, on est en face de quelque chose qui ressemble beaucoup à un désastre. Alors, peut-être les deux Charles ou Philippe, en tout cas, voici ma question. Ben, je peux commencer, M. Picard, vous avez raison. Ça, c'est, je vous dirais, pour faire du plancher, on est un manufacturier de plancher, ça prend du monde pour couper du bois. Puis ça, c'est ma job d'approvisionner l'usine, c'est mon inquiétude. Tu sais, c'est un monde, la foresterie, c'est quand même un domaine qui est difficile au niveau du recrutement. Puis ceux qu'on a actuellement entre les mains, ben, il faut s'assurer juste de les garder, c'est un gros défi. Mais je travaille à peu près à 50% des effectifs que je travaillais à l'époque que Fortress est en opération. Je travaillais avec une dizaine d'équipes mécanisées, j'en ai 5 maintenant. Quand ça va repartir, il va falloir que je retrouve 5 autres équipes qui sont, pour la plupart, rendues dans d'autres régions ou qui ont justement vendu leurs équipements puis qui ont passé à la retraite. Fait que ça va être un énorme défi. Il va falloir qu'on parle, on en a parlé aussi à la cellule de crise. Benoît pourrait aussi aller dans ce sens-là, sûrement, mais une des solutions, c'était de faire travailler ce monde-là pour au moins 44 semaines dans l'année. Tu sais, le problème en forêt feuillue, c'est qu'on commence tard dans le feuillu. Dans les coupes partielles, la date souhaitée, c'est le 1er août. Puis fin février, il faut arrêter parce que le dégel s'en vient. Fait que c'est impossible pour des entrepreneurs de rentabiliser leurs investissements. Une abatteuse, c'est 600 000 une busqueuse à grappin, c'est 400-500 000 puis une brancheuse aussi. Fait que c'est extrêmement difficile si on travaille 30 semaines. Fait qu'il va falloir qu'on trouve des façons de pouvoir faire en sorte, sur la planification, un petit peu que Benoît parlait, de voir plus en avant possible, ou avec un petit peu d'ajustement sur les prescriptions silicoles, qu'on puisse être en mesure de commencer dès le début du mois de juin, même dans le feuillu, puis terminer au 31 mars. En ayant un peu de prévisibilité, on va être capable de faire des chemins d'avance, on va être capable de finir nos saisons en mars sur des chemins que j'appelle solides. Là. On laisse le bois en inventaire là pour du transport au mois de mai-juin. Donc, il y a tout ça. Il va falloir qu'on pense à ça parce que sans ces travailleurs-là, on n'existe plus. Là. On n'est pas ici aujourd'hui à se parler. Fait que ça, c'est un défi extrêmement important qui est inquiétant. Mais encore là, avec une papetière, avec des conditions gagnantes, avec un régime forestier ajusté, avec tout ça, quand on va voir les éléments, moi, un matin, là, je ne peux pas essayer d'en recruter. Je n'ai pas les conditions gagnantes pour pouvoir acheter. J'ai de la difficulté à garder mes 5 effectifs actifs comme c'est là, puis je lui ai donné à peu près 26 semaines cette année, ce qui est carrément pas assez. Fait que moi, mon inquiétude, là, c'est que je suis très proche de ce monde-là. Je veux qu'ils passent le printemps. Là. Je veux qu'ils fassent le maintenance. On va peut-être essayer de les aider là-dessus. Il y en a qui sont pas hâte de faire le maintenance sur les machines pour commencer au mois de juillet prochain. Fait qu'on est là-dedans. C'est extrêmement préoccupant. Mais je suis confiant qu'avec des conditions gagnantes, une papetière, un bon régime, on se parle d'une vision commune, etc., qu'on puisse réactiver ce domaine-là et améliorer le sort de ces travailleurs-là. Merci, M. Saint-Julien. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent réagir à cette question-là de la rétention de la main-d'œuvre et de l'expertise. Bien, j'ajouterais que l'enjeu de la pénurie, de la rareté de main-d'œuvre, elle est colossale. Elle est à travers l'Amérique du Nord au complet. Avant qu'on tombe en pandémie, là, les taux de chômage à travers toute l'Amérique du Nord étaient de l'ordre de 5-6 %. On était en plein emploi. Et moi, je vous dis que la relance suite à la pandémie, là, le gros frein pour toutes les industries, tous les secteurs d'activité, ça va être le manque de main-d'œuvre parce que les opportunités d'affaires vont être là. Ça va repartir, mais le grand défi, c'est la main-d'œuvre. OK, merci. On m'indique qu'on doit vraiment aller en pause. Je pense que tout le monde avait de l'intérêt avec les échanges. Je garde encore les questions. On va partir en pause. Benoît, je te laisserai parler. Je suis sûr que tu as des petits mots à nous dire puis nous indiquer à quel moment on reprend